Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum consacrée à l'actualité politique au Togo. Dans cette deuxième partie, nous allons nous interroger sur la fin de la crise politique au Togo. Est-ce que c'est le cas avec la tenue le 20 décembre dernier des élections législatives reconnues crédibles et démocratiques par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Nos invités sont restés avec nous. Salif Tourabi Kamalo, il est le président du conseil d'administration de l'Institut panafricain d'assistance électorale, IPAE, et maître Célestin Agbogan, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Avant d'aborder donc cette question cruciale, est-ce que la crise est terminée? Parlons un peu de la tenue de ces élections le 20 décembre. Les élections que vous avez observées, monsieur Salif Tourabi Kamalo, oui. Maître Célestin Agbogan, vous avez observé d'une manière ou d'une autre aussi. Mais les observateurs se sont prononcés, les observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO, du Conseil de l'entente et de l'IPAE. On va les écouter. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce scrutin? On va les suivre et on revient en studio pour le débat. Très attendu après la tenue des législatives jeudi dernier, les missions d'observation commencent par se prononcer sur le déroulement du scrutin. Vendredi à Lomé, la délégation de la CEDEAO et celle de l'Union africaine ont présenté à la presse nationale et internationale les conclusions du travail abattu sur le terrain. La mission a noté l'absence d'incidents majeurs durant toute la journée du scrutin, le bon déroulement du processus de dépouillement et de décompte des suffrages conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. La mission de l'Union africaine note que le scrutin du 20 décembre 2018 en République togolaise s'est déroulé dans le calme. Tout comme ceux de la CEDEAO et de l'Union africaine, les observateurs électoraux du Conseil de l'entente et de l'Institut panafricain d'assistance électorale donnent à leur tour mention bien aux élections législatives du 20 décembre au Togo. Les missions constatent l'ouverture ponctuelle des bureaux de vote, la disponibilité du matériel électoral, le respect du secret de vote et la présence effective des forces de sécurité dans les centres de vote. Le scrutin du 20 décembre 2018 au Togo s'est déroulé dans le calme, que les normes pour l'observation électorale que nous avons pu suivre pour observer ces élections sont pratiquement dans le vert. C'est un scrutin calme. Tous avaient des inquiétudes, mais ça s'est déroulé de manière parfaitement calme, tranquille. En tout cas, dans tous les bureaux que nos observateurs ont visités, ils n'ont déploré aucun incident de nature à être signalé. C'est déjà une bonne chose. Selon la CENI, le taux de participation provisoire au scrutin du 20 décembre est de 59,96% sur l'ensemble du territoire. Aucun taux de participation n'a été communiqué par ces 4 missions d'observation, mais tous évoquent une moyenne mobilisation des électeurs et regrette la non-participation de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. La mission a aussi noté une faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote, mais cette tendance s'est améliorée dans l'après-midi du jour du vote. La mission aussi regrette la non-participation de la C14 au processus électoral, malgré les efforts de la CEDEAO pour des élections inclusives. Le caractère inclusif du processus électoral a été atténué par le boycott d'une frange de l'opposition. Nous avons déploré le manque des partis de l'opposition, mais même là, c'est un choix. Ça veut dire que c'est un choix démocratique. Les partis sont libres de compétir ou de ne pas compétir. Elles ont choisi de ne pas compétir. Bien que le calme et la transparence restent le résumé de ces législatives selon ces missions, des recommandations ont tout de même été formulées. La mise en place d'un mécanisme de renforcement de capacité des agences électoraux pour la CENI ou encore la poursuite du dialogue par les acteurs politiques. Ces missions ont évalué distinctement le processus électoral à travers les rapports des 40 observateurs de la CEDEAO, 25 de l'Institut panafricain d'assistance électorale, d'une trentaine de l'Union africaine et d'une dizaine du Conseil de l'entente, tous déployés à Lomé et dans plusieurs villes du Togo.
Les délégations appellent tous les Togolais à s'abstenir de tout acte de violence et les invitent à recourir exclusivement aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. Mathilde Ambougan, vous avez écouté comme nous, il y a cette fois-ci consensus, unanimité. Tous les observateurs ont dit que les élections sont crédibles et valides. Non, moi je n'ai pas entendu la crédibilité. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas suivi. Je n'ai entendu aucune expression de crédibilité d'aucun des... Le mot qui est revenu sur toutes les lèvres, c'est le calme. Que les élections ont lieu dans le calme. Vous savez, ils ont quand même regretté l'absence de l'opposition. Et ils ont du mal à dire réellement que cela... Parce que des gens ont essayé de justifier pour dire que ça n'a aucune influence sur la validité de l'élection. Ça, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la crise. C'est-à-dire que ça traduit le caractère profond de la crise. Ils disent qu'ils n'ont pas remarqué d'incident. Donc, certains ont dit qu'ils n'ont pas remarqué du tout, pas d'incident. Il y a eu des incidents. Je ne sais pas, peut-être là où, l'endroit où ils étaient, mais il y a eu beaucoup d'incidents dans la plupart des écoles catholiques, des missions ou des écoles religieuses et confessionnelles. Mais on a refusé qu'on vote dans les centres et ils ont dû déployer le matériel ailleurs. C'est des incidents. Il y a eu des trucs qui ont été des matériels électoraux qui ont été détruits par... C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais c'est des incidents. Donc peut-être on dira que ce n'est pas des incidents majeurs, mais on dit quand même qu'il y a des incidents. Non, comme ça on comprendrait que... Donc vous voyez, de manière générale, ils ont parlé que ça se déroule dans le calme. Le calme, un calme est créé par la terreur. Parce que lorsque vous arrivez à Sokoré, est-ce qu'on peut faire une élection dans une zone fortement militarisée? Lorsque... Les militaires, est-ce que ce n'est pas pour la sécurité? La sécurité du territoire, mais pas la sécurité interne. Quand vous voyez le chef d'état-major sortir à l'intérieur du pays pour dire qu'il veut vérifier le dispositif sécuritaire, mais c'est dangereux. Mais il y a Sokoré, Bafilo, Mango Dapao qui sont fortement militarisés. Même à Lomé, on voit des chars sécurisés en ville. Et surtout à Sokoré, des gens fuient, des gens ont traversé la frontière jusqu'à la veille. Et c'est au lendemain qu'ils sont revenus. De voter. Au lendemain de l'élection qu'ils sont revenus pour dormir chez eux. Donc certains même ne sont pas encore revenus. C'est ça le calme. Vous voyez, non? C'est ça le calme dans lequel les élections ont été. On vous a fait savoir que dans ces régions-là, il y a des armes qui circulaient. Mais pourtant on a fait des campagnes là-bas et on fait les élections là. On ne nous a pas dit si ces armes ont été retrouvées ou pas. Vous voyez un peu la situation. Et si les religieux refusent l'accès de leur école ou de leur enceinte pour faire les élections, vous devez comprendre que c'est une crise profonde. C'est ce que nous disons. C'est vrai qu'il n'y a pas un pourcentage de participation qui fait valider ou non l'élection, mais pour nous, c'est un problème de la crise profonde qui continue aujourd'hui dans notre pays. Oui. Jusqu'à quand cette crise-là va connaître une fin? Oui, M. Kamalo, on vous a suivi, on a suivi votre institut, les conclusions que vous avez tirées. Vous avez certainement visité beaucoup de bureaux de vote, oui. Mais l'atmosphère que vous avez constatée ce jour d'élection, est-ce que vous n'avez pas senti une forme de malaise le jour-là? Bon, je pense que sur ce qu'il faut reconnaître, la mission d'observation vient sur la régularité du scrutin. Dans quelle atmosphère le scrutin s'est tenu? Est-ce que le vote du citoyen primaire qui a le droit, avec la carte d'électeur, de venir s'exprimer, accomplir son devoir civique, a eu la chance de venir voter sans être inquiété? Moi, ma mission est particulièrement là où nous avons mis nos observateurs. Nous n'avons pas relevé un incident tendant à nuire ce critère d'évaluation. Bien sûr, nous ne sommes que 25 observateurs, nous n'avons pas pu couvrir l'ensemble du territoire. Nous ne vous disons pas qu'il n'y a pas eu d'incident mineur ou des déplacements des urnes parce que certains ont refusé que cela se tienne dans leur localité, dans leurs écoles, ou alors il y a certains actes de vandalisme qui a compromis le vote. Mais au même moment, la CENI a pris des mesures pour changer
également ces urnes et le vote a lieu. Donc, de notre point de vue, nous faisons la sommation de ce que nous avons recensé, comme les incidents, et évaluer leur teneur et leur impact sociologique sur le scrutin. De notre point de vue, en tant qu'observateur, le jour du scrutin, nous avons relativisé tout ce que vous constatez que la peur, et la peur quand il venait de le dire, il faut le reconnaître également, parce que les réseaux sociaux au Togo ici donnaient des informations comme si au jour des élections du 20 décembre, le Togo devait s'effacer sur la carte de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas l'expérience en 2005. Donc aujourd'hui même, y compris ceux qui avaient la volonté ou également ce que nous appelons en droit électoral, les électeurs indécis, ceux qui voulaient même aller s'exprimer, avaient eu peur de sortir parce que c'était difficile. Donc, ce n'est pas un climat propice pour les élections? Non, parce que les gens ont voulu... Parce que moi, j'avais envoyé une équipe première pour suivre un peu la campagne. La campagne, nous avons vu le discours politique de la coordinatrice de la C14. Nous allons passer par tous nos pouvoirs pour bloquer le processus. Nous allons... Et dans une école islamique... Non, c'est une école islamique, c'est l'école... comment je n'ai pas noté les noms ici, à Zongo. Ils ont jeté 2 bouteilles cocktail Molotov là-bas. La gendarmerie qui était à la sécurisation a pu atténuer les choses. La scène s'est passée 10 minutes. Donc c'est un incident, c'est des petits garçons qui ont jeté ces bouteilles pour effrayer les gens. Donc les gens avaient instrumentalisé le peuple pour dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas voter, il ne doit pas avoir le vote. Même s'il doit y avoir le vote au Togo, il faut que ce vote-là soit sanctionné de sang, l'écoulement de sang et d'instabilité. C'est ce que nous refusons. S'il y a une crise aujourd'hui, nous devons tous s'appeler à s'asseoir pour régler la crise, tout en cherchant les voies et moyens pour régler ces crises. Je suis sorti un peu de votre question, mais je vais rechuter par là. Ce qui était important, c'est de la participation de l'opposition. Mais pour nous, en tant qu'observateurs, nous ne faisons que marquer cette mention que l'opposition n'a pas pu participer. Ce n'est pas qu'elle n'a pas pu participer. Elle a refusé de participer. C'est elle qui sait pourquoi elle n'a pas accepté de participer. Vous le savez aussi. Vous le savez aussi. Non, moi dans ma lecture préliminaire de mes observations, c'est ce que je retiens. L'opposition ne s'est pas présentée. Est-ce que vous avez évalué les raisons pour lesquelles l'opposition a dit qu'elle ne participe pas à ces élections? Nous avons évalué. Dans une lutte démocratique que nous souhaiterons tous aujourd'hui, les élections, c'est tout en amont et en aval. Il y a des processus, des activités préélectorales. Vous ne pouvez pas arrêter, dire à vos militants de ne s'inscrire pas sur les listes, de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Même si vous avez des points d'achoppement, la première des choses dans un processus électoral, d'ailleurs ce n'est même pas l'opposition togolaise, c'est un aveu de toutes les oppositions africaines. Au lieu que vous incitez vos militants de s'inscrire sur la liste électorale, en attendant les discussions entre vous, vous allez vous accorder sur la chose, vous n'allez pas vous accorder. La première des choses, c'est de s'inscrire. Vous refusez voir vos militants de s'inscrire. On fait l'enrôlement des électeurs et c'est échelonné d'un chronogramme. Et lorsque le chronogramme est épuisé, on ne revient plus. Vous avez perdu. À un moment donné, vous vous accordez le fait que vous vous êtes compris, vous vous êtes donné un peu d'un consensus, vous allez aux élections. Vous demandez qu'il y ait une prolongation de la révision ou du recensement. On donne 3 jours pour pouvoir inscrire les gens. Et le président de la CENI avait fait mention, c'est dans l'ordre de 22 000 et quelques personnes, 200 et quelques mille personnes qui ont été inscrites suite à cette prolongation. Alors, donc quelque part, pourquoi aujourd'hui cette revendication? Ils sont allés à Accra. Ils sont allés à Accra, l'opposition, la C14 est allée là-bas. Ils ont demandé au président de dire au gouvernement togolais que le vote ne pouvait pas se tenir le 20. Au même moment qu'ils sollicitaient le report de ces élections, il faut remettre en cause l'enrôlement des électeurs. Voyez-vous, on ne peut pas demander des choses avec leur contraire. Le problème, c'est que quoi? Moi, ce que j'ai appris, je vous ai dit, je suis consultant en gestion des conflits. En termes de résolution des crises, de la médiation d'une situation qui s'oppose entre deux belligérants, il est opportun que tout le monde puisse dégager également ces concessions et on dit, bon, on prend ça, on fait ça. Moi, ce que je regrette de le côté de l'opposition,
Si l'opposition togolaise avait accepté à cette démarche électorale du 20 décembre aujourd'hui, nous aurons comprendre qu'elle a pu participer. Mais ce n'est pas la fin de la crise du Togo. Les pourparlers doivent poursuivre également, comme l'a dit le chef de mission de la CEDEAO. Nous sommes toujours à la tête de cette mission de la CEDEAO pour amener le Togo à régler la crise. Ainsi que nous-mêmes également, nous avons, en nos conclusions, nous avons demandé qu'il y ait cette négociation qui continue. Ce n'est pas une porte fermée. Mais quand même, vous devez vous siéger et à partir de là, nous allons trouver les mécanismes qui peuvent répondre au juste milieu de la situation de la crise du Togo. Mais vous refusez délibérément parce qu'on ne vous oblige pas, c'est la démocratie. C'est le libre choix. On n'oblige personne. Sachant que vous avez conduit le peuple togolais dans la rue pour une revendication de quelque chose que vous considérez substantiel, qui est les réformes constitutionnelles et électorales. Ce peuple-là, vous devez prendre également votre baluchon. Vous parlez de moi? Non, pas vous, l'opposition togolaise. Okay. Vous prenez votre baluchon. Au vu de nos discussions avec nos facilitateurs, à l'heure où les choses évoluent, nous allons y participer, mais la lutte continue. Ça fait quoi? Quelque part, le fait que vous optez de faire une politique de la chaise vide vous amènera toujours. Nous sommes en train de repartir dans le système des années 92 lorsque l'opposition refuse de participer aux élections. Et de 2002 plutôt. 2002 également. Donc le problème aujourd'hui, par rapport aux élections que nous avons observées. Oui, 92 élections présidentielles, vous avez raison. Oui. Par exemple, au niveau de Sotouboua, au niveau même de Lomé, vous savez, le taux de participation a été à géométrie variable. À Lomé, dès les ouvertures des bureaux de vote, c'est très timide. Mais à un moment donné de la journée, il y a certaines zones où vous avez senti que les gens sont sortis pour voter. Mais quand vous progressez dans les villes de l'intérieur, dans certaines régions, les gens n'ont pas sorti, tel que cela se doit. Mais dans certaines régions également, les gens sont sortis. Vous n'allez pas croire également que nous sommes en une élection où les gens critiquaient. Donc, dans ce paramètre, quelle serait la lecture de l'observateur qui est censé être neutre, qui est venu pour observer? Moi, je ne peux pas apprécier méthodologiquement la démarche de quelqu'un qui veut se poser mais dire qu'en tant qu'observateur, je ne l'allais pas valider. J'ai mes critères d'évaluation d'un processus qui me permet de dire que j'ai vu ceci, je n'ai pas vu ceci. Et lorsque vous me rapportez une information d'une région donnée où moi je n'ai pas mis mes observateurs, je ne prendrai jamais une responsabilité sur mes épaules d'étayer ça. Tout à fait. Maître Célestin Bouga, quel peut être maintenant l'impact du boycott de l'opposition de ces élections législatives? Non, en fait, quel peut être son impact sur la suite de la crise? Oui, avant de répondre à cette question, on est d'accord que les observateurs ne viennent pas pour apprécier le taux de participation. Ça c'est clair, nous sommes d'accord. Mais ce que nous voulons faire savoir, ce que nous voulons relever aussi, c'est que nos préoccupations dans ce pays par rapport à cette crise-là, qui n'a fait que trop durer, nos inquiétudes, c'est que ces élections-là n'ont pas permis de mettre fin à cette crise-là. Nous l'avons toujours dit, que ce n'est pas les élections qui vont résoudre la crise, mais c'est des élections bien préparées, bien organisées et menées consensuellement. Aujourd'hui, le constat est clair. La crise s'est davantage accentuée. Donc, ce que vous avez vu, ce que les observateurs ont vu, c'est ce qu'ils vont dire. Et les observateurs ne peuvent pas voir partout. Et les élections, ce n'est pas le jour du scrutin. La fraude même, c'est avant. Et même à la veille du scrutin, on sait. On a vu dans ce pays, à la veille des élections, au moment où les campagnes ont été clôturées, des chefs traditionnels qui ont fait gongonner dans leur village pour crier malheur à celui qui aurait voté pour un autre parti que le parti au pouvoir. Donc tous ces éléments-là, les observateurs ne peuvent pas voir. Donc, c'est les réalités. Mais il y a d'autres réalités sur le terrain. Aujourd'hui, l'impact, l'opposition n'est pas allée aux élections. C'est-à-dire que ce qu'on peut comprendre à cela, c'est que le pouvoir a organisé les élections
Parce que il ne veut pas que cette crise prenne fin. Je ne crois pas. Oui, vous ne croyez pas. Moi, j'y crois. Je ne crois pas. Et donc, nous n'avons pas le même point de vue. Moi, je suis togolais comme vous. Mais moi, je suis au Togo, vous êtes au Burkina. Donc, il y a deux différentes manières d'apprécier les choses. Je suis à côté. Il y a des m'a dit que le chef des feux, il y a des m'a dit que c'est celui qui est à côté du caca, qui sent l'odeur du caca. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Il a dit celui qui est à côté des toilettes. Donc, d'accord, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, l'opposition, moi, je dis, l'opposition aurait participé à ces élections que moi, je les taxerais de malhonnête. Pourquoi? Je l'ai fait en 2015. En 2013, par exemple, l'opposition a réclamé jusqu'à la veille des élections les réformes. Des chefs d'État de la sous-région sont venus à la veille pour dire allez-y. Pourquoi ils ne l'ont pas plus fait cette fois-ci? Je vous dis. Ils sont venus. Cette fois-ci, ils l'ont fait, non? C'est ce que M. Kamalo dit. Quand on leur a dit d'aller aux élections, et après ils vont résoudre la crise. En 2013, ils sont allés. Et de 2013, on n'a vu aucun de ces chefs d'État prendre une initiative de régler la crise. Jusqu'en 2015, la veille, les opposants ont dit pas de réforme, pas d'élection. Même bien avant. À la veille, je voudrais que M. Kamalo réponde à cette question-là. Et à la veille, vous l'expliquez parce que ça s'est passé au moins 3 fois. Au moins 3 fois. La troisième fois, les gens disent en 2010, dans ce cas, on ne va plus. En 2013 et en 2015, l'opposition a menacé de ne pas participer. Et c'est vrai que des chefs d'État les ont approchés pour dire participer. Et dès le lendemain des élections, nous allons tenter de résoudre le problème. Est-ce que l'opposition finalement ne s'est pas sentie flouée? Non, je pense qu'en toute conscience humaine que nous inspirons tous ici, il faut reconnaître peut-être la défaillance de ceux qui avaient dirigé cette crise. Lorsque aujourd'hui vous faites des promesses aux deux protagonistes sur une crise donnée, il est de votre devoir de revenir et mettre au contrôle, de faire une évaluation. Voyez-vous, nous avons fini les élections du 20 décembre. Automatiquement, la CEDEAO a mis une commission qui s'est rendue à Abuja pour aller rendre compte au chef d'État. Maintenant, ce qui est important, ce qui devait se faire, peut-être l'opposition togolaise a toujours eu ça à l'esprit, que la manière dont on nous avait fait des propositions en 2000 ça n'a pas été suivi des faits. Peut-être qu'en 2018, même si nous nous engageons à aller dans ces élections, c'est les mêmes répétitions. Je dis ça archi faux. Moi, je dirais ça archi faux. 3 fois, on dit chez nous. Je suis 3. Je dis ça archi faux. Pourquoi je dis ça archi faux? Posez-moi la question. La manière de réclamer les réformes constitutionnelles et électorales au Togo, cette fois-ci du 19 août jusqu'à nos jours aujourd'hui, c'est une réclamation sérieuse. Et le gouvernement dans son ensemble a pris la chose au sérieux. À tel point que au Conseil des ministres du 9 novembre aujourd'hui, un projet de loi, c'est de penser, de faire les plus belles manières pour faire sortir. Lui explique les conditions dans lesquelles ce projet de loi a été fait. Parce que c'est la deuxième fois. Oui, il a répété ça. Il faut qu'on vous explique. Puisque c'est ça la porte de sortie. Non, mon frère, je vous explique. Aujourd'hui, le régime pouvait tout simplement. Ami, je vous explique. Vous savez. Non, écoutez, pourquoi. Durant plusieurs années, le chef de file de l'opposition a écrit, a contacté le chef de l'État. Venez créer un cadre où nous allons discuter pour faire les réformes. Le chef de l'État a dit les réformes doivent se faire à l'Assemblée. Ça veut dire qu'il a refusé le dialogue. Et donc il a fallu que cet événement de 19 août 2017 arrive. Oui. Pour que le gouvernement, quand il a vu la population, il a eu peur. Il a mis quelque chose pour dire que... Non, écoutez que je vous dise. Pour dire projet de loi. Ce projet de loi-là n'en est aucun. Non. Sérieux. Si ce projet de loi, dont aujourd'hui vous n'avez pas la certitude que ça peut être une porte de sortie des crises, je suis désolé. Qu'est-ce que l'opposition cherche aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce projet de loi? Oui. Le projet de loi a été soumis à l'Assemblée et à la commission des lois. À la commission des lois parce que l'opposition a refusé de participer. C'est faux. Je vous explique. L'opposition a fait des amendements. Monsieur, non, c'est les auditeurs, c'est le monde qui nous suit. Tout à fait. Je vous dis, tout à fait. Les spectateurs, les téléspectateurs, pardon. Je vous dis, ce projet de loi, l'opposition est allée. L'opposition a fait des amendements.
On n'a pas analysé ces amendements. On a dit, nous ne lisons même pas les amendements. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que le gouvernement a dit. Le représentant du gouvernement a dit, voilà, nous allons recueillir ces amendements-là, nous allons retourner au gouvernement pour analyser. Le représentant du gouvernement, le commissaire du gouvernement, c'est ce qu'il a dit. Oui. Le parti au pouvoir a dit non. C'est-à-dire que le parlementaire du parti a dit non. Mais le gouvernement a accepté quand même de prendre les amendements pour faire les analyses. Voilà, c'est le gouvernement, le ministre qui était là, a dit, on va analyser. C'est normal, voilà. Normal. Je vous explique. Et les députés du pouvoir, que le gouvernement, c'est-à-dire que le même pouvoir que le gouvernement, c'est la même chose quoi. Non, je vous explique là. Ce que vous ignorez. Non, ce que vous ignorez. Laissez que je vous explique. Laisse tout ce que tu veux me dire là. Vous voulez parler de la séparation des pouvoirs, non? Je suis d'accord. Ce que vous voulez dire. On sait ce que ça représente. Moi, je sais ce que vous êtes en train d'aboutir. Voilà, à supposer. Le parti au pouvoir, comme de l'opposition, c'est des gens qui défendent leur idéologie politique. Je suis d'accord là, ça je suis d'accord. Ils peuvent être, c'est-à-dire, très réticents sur une chose, mais aujourd'hui, le gouvernement prend la situation en main, et c'est pourquoi nous, dans notre déclaration, il faut l'avouer, nous avons salué cette initiative. Et maintenant que vous ne reconnaissez pas cette initiative, l'article 56, 59, 60 et 100, si vous ne comprenez pas les efforts inlassables produits, c'est-à-dire avancés par le gouvernement aujourd'hui. Ce n'est pas des efforts. Le gouvernement a été contraint par la rue. C'est ce qui s'est passé. Parce que les efforts, on aurait dû faire ça plus tôt. On apprécierait. Je vous dis qu'ils ont été contraints. Que le gouvernement est contraint. Que le gouvernement est contraint par la rue. Ils ont fait le gouvernement. Oui, là, d'accord. Je vous concède ça. Ils ont fait l'effort. Je vous concède ça. Faisons un débat pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre le bien fondé de ce que nous disons. Voilà. Moi, je vous dis. Depuis combien de temps l'opposition de l'UFC a commencé à marcher sur les pavés, sur la mer? Combien d'années elle n'a pas pu obtenir cette... Après, ils sont allés au gouvernement. Ils ont fait un accord pour pouvoir le faire. 2 ans. Même les chaussures sont coupées sur les pavés. Oui, l'opposition de l'UFC, c'est ça. Après, ils sont allés au gouvernement. Ils disent qu'avec le gouvernement, nous allons faire. Ils n'ont rien fait. Écoutez ce que moi je vous dis. Ayez le courage et ayez foi quand vous dites que vous êtes un homme politique. Vous voulez quelque chose pour l'intérêt supérieur de la nation. Ne prenez pas, moi aujourd'hui, tous les échecs de l'opposition devaient être les leçons tirées et repositionner son physique d'épaule pour pouvoir aller jusqu'au bout de la résolution de la crise. D'accord. Le problème, c'est quoi? Nous avons déjà une équipe type. La CEDEAO a engagé des chefs d'État dans la facilitation de cette crise. Moi, ce qui devait être important, c'est d'aller aux élections, même quelle que soit leur minorité au sein du Parlement. Je pense que la CEDEAO doit continuer à suivre le dossier et trouver une solution. Parce que moi, je n'ai pas confiance à la CEDEAO. Non, parce que si vous dites... Heureusement que je ne suis pas acteur politique. Moi, je suis observateur et j'observe. Vous allez me dire que depuis la sortie de l'accord politique de Ouaga de 2006, les gens, vous avez... Pas vous, l'opposition a marché dans les rues. Oui. Qu'est-ce qui a amené le régime en place de dire que je vais faire un projet de loi? Vous pensez que les gens qui sont sortis là, le régime a eu peur de la faire? Ils pouvaient même rester encore figés sur sa position. Ils n'ont qu'à rester jusqu'à la fin du monde. Donc, ça ne prendra jamais fait. Donc le problème, c'est que lorsqu'il y a un problème, tout le monde essaie d'analyser. Le régime analyse, l'opposition analyse, et je dis, bon, nous allons faire des conceptions. Oui. Quand le gouvernement a fait ça, et c'est le lieu d'ailleurs même que l'opposition puisse remercier cette démarche. D'accord. L'opposition a remercié cette démarche en faisant les amendements. C'est pour dire que c'est l'opposition qui a refusé. Voilà. Il a fait des amendements. Lorsque l'opposition arrive à faire les amendements, vous ne vous comprenez pas. On vous a choisi des gens avec lesquels vous allez régler votre pays. Voilà. Et on a fait de route. Moi, je serai de l'opposition. J'ai fait les amendements des projets de loi proposés par le gouvernement en place. Je les envoie au niveau des facilitateurs. Voilà ce que nous avons proposé. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'opposition, quel que soit ce que vous dites aujourd'hui, nous appartenons à des institutions. Le Togo, c'est un pays de droit, un pays républicain. Nous avons des lois. Personne ne peut jamais oser un jour piétiner sur les lois, imposer sa doctrine ou bien son idéologie sur le fonctionnement de l'État. À jamais, ça c'est déjà dépassé. Maintenant, nous appartenons aux institutions. Lorsque nous venons dans les pays pour observer, nous avons des textes qui régissent des élections. Vous avez les accords de 2002 de Durban.
que l'Union africaine a adoptées. Vous avez les textes également des Nations Unies de 2005. Vous avez les constitutions togolaises. Vous avez le code électoral. Quand l'observateur vient, il s'attelle à ces documents juridiques qui cadrent les élections. Vous ne pouvez pas sortir dans ce schéma. Vous, en tant que l'opposition, lorsqu'il y a une élection aujourd'hui, tous ces amendements que vous demandez aujourd'hui, la chance d'ailleurs, même le Togo a eu à ses côtés la médiation. Et moi, aujourd'hui, c'est ça pourquoi notre mission a bien précisé dans les recommandations de toujours aller dans ces réformes. Si aujourd'hui, on met l'Assemblée nationale, au jour au lendemain, on vous dit que le projet de loi a été amendé et maintenant, la limitation des mandats a été acquis. Le mode de scrutin de l'élection du président de la République a été modifié, a été obtenu 2 tours, comparément à un seul tour. Et la réforme de la Cour constitutionnelle, moi je vous pose la question. Quel sera le 54e sommet de la CEDEAO d'ailleurs a pris acte de la volonté du gouvernement togolais à organiser, non, ça c'est les élections locales, il est dit quelque part, il est pris acte de la volonté du gouvernement de continuer les réformes par voie parlementaire. Bon, par voie parlementaire, sans l'opposition, qui est la partie. Non, c'est-à-dire que le protagoniste de la crise. Maintenant, monsieur Kamalo. Allez, mon frère. Oui, de vous à moi. Non, c'est ça. La conférence prend acte des informations fournies par le gouvernement togolais concernant le projet de réforme constitutionnelle et se félicite de son engagement résolu à assurer l'adoption rapide des réformes constitutionnelles. Voilà ce que je suis en train de dire. La voie parlementaire pour leur mise en œuvre diligente. Oui. Voilà. Et ce n'est pas la même chose par rapport à la feuille de route. Parce que la feuille de route exhorte les 2 protagonistes de la crise à faire les réformes. Mais la finalité, est-ce que ce n'est pas... ce ne sont pas les réformes, la finalité? La finalité, maintenant, quel sera le contenu des réformes? Le contenu, ça a été validé déjà au niveau de la commission des lois. Les réformes constitutionnelles. Qu'est-ce qui a été validé? Je dis, c'est-à-dire que de vous à moi, monsieur Kamalo, est-ce que c'est normal que la CEDEAO, comme un expert, parce que les 2 parties ne s'entendent pas sur les termes. Oui, mais les termes juridiques. Les termes juridiques. Tout à fait. Que l'expert fasse le travail. Il a fait le travail. C'est-à-dire que c'est comme la feuille de route. Mais finalement, c'est pratiquement le document de l'expert qui a été validé en commission des lois. Pas pratiquement. Ça doit être le document de l'expert. Comme vous dites pratiquement, puisque ce n'est pas dit que le document devait être intégralement plaqué. Écoutez. Oui, je vous explique. Vous avez lu le texte qui a été voté en commission des lois? Je n'ai pas lu. Donc on ne peut pas en parler. Je n'ai pas lu. Oui, c'est vous qui me dites pratiquement. Oui, mais je dis que si c'est pratiquement, ça ne vaut pas la peine. Oui. Je dis, est-ce que c'est normal que 2 parties sont en conflit, ils ne s'entendent pas? Ils ne s'entendent pas sur les termes des modifications électorales ou bien constitutionnelles à faire. On fait venir un expert. L'expert fait le travail. La commission de la CEDEAO revoit et fait une perfection et envoie. Est-ce que c'est normal que l'une des parties dit ce que la CEDEAO nous propose, nous ça ne nous agrée pas, nous allons faire ce que nous voulons? Parce que vous étiez là-bas. Maman, je ne prends pas ça. C'est ce qui s'est passé. C'est pas que je suis observateur. Oui. Les partis ont ramené. Les partis ont dit ce qui s'est passé. Je dis, le test qui a été finalement voté à la commission des lois. Est-ce que c'est le test de l'expert? Oui, le test que la commission de la CEDEAO a ramené. Si c'est le test intégral. À 95%. Si c'est le test de l'expert. Alors qui a modifié pour que ça ne soit pas à 100%? Qui a modifié? Oui, mais les 2 parties se sont entendus. Les députés. Non, si les 2 parties qui étaient présents. Nous sommes en dialogue. Nous sommes en crise. Là, quand la feuille de route est venue, est arrivée, les 2 parties ont accepté la feuille de route. Oui. Voilà aujourd'hui, si la feuille de route a été acceptée par les 2 parties, nous avons déjà un document, ce que nous appelons un texte additionnel pour accompagner la crise togolaise à la sortie de la crise. Pourquoi maintenant? Oui, pourquoi le travail de l'expert n'est plus accepté par les 2 parties? Non, parce qu'aujourd'hui... Pourquoi ça ne doit pas être aujourd'hui? C'est pourquoi moi je dis l'opposition n'allait pas se retirer. Vous étiez d'accord? Moi je vous dis que l'opposition c'est par expérience qu'elle s'est retirée. Non, vous savez... C'est pas l'expérience. Vous n'avez pas cette expérience-là. Aujourd'hui, à l'heure où nous en sommes, les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas prêts à envoyer la crise togolaise au sein de l'Union africaine. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas encore prête, la CEDEAO, de renvoyer la crise togolaise au niveau de l'Union africaine qu'elle ne rend pas compte aux instances de l'Union africaine. Il faut
qu'elle reconnaisse que le problème aujourd'hui, elle a été incapable de régler cette crise-là et en imposant les élections aux citoyens togolais. Donc c'est une manière pour la CEDEAO de consolider cette dictature monarchique dans ce pays-là. Monsieur Kamalo, est-ce que c'est la fin de la crise politique au Togo? Non, je ne vous dis pas aussi que... Bon, je dirais que nous avons réglé une partie de la crise. Nous avons réglé une partie de la crise parce que le fait que nous sommes allés aux élections, c'est déjà un point. C'est une aggravation de la crise, je suis désolé. Vous aurez la parole. C'est déjà un point parce que je pense que les exigences qu'impose aujourd'hui le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, de faire en sorte que le projet de loi soit amendé, la nouvelle chambre parlementaire va travailler sur ça rapidement pour évacuer. Donc ça, c'est un début de résolution de la crise. Et c'est pourquoi moi je dis, la tenue de ces élections nous amène à une sortie de crise. Même si aujourd'hui les gens veulent dire que non, ça ne fait qu'agrandir la crise, moi je dis c'est archi faux. Je suis à porte-à-faux à ces gens qui le disent. Parce que aujourd'hui, toute la résolution de la crise togolaise ne se joue pas dans la mobilisation. Nous avons retiré notre communiqué unanime. Tout le monde doit respecter, je vais vous le lire, c'est parce que c'est très important. Nous avons dit ici, en recommandation finale, c'est un appel que nous avons lancé à toute la mission d'observation électorale de l'Institut panafricain d'assistance électorale, lance un appel à la maturité politique et au sens patriotique des acteurs de la scène politique togolaise, au respect strict de la loi et des règles établies pour préserver la paix et la stabilité. Nous avons une nouvelle chambre parlementaire. Toutes nos difficultés sur lesquelles nous sommes en train de se tergiverser vont trouver également leur solution dans la nouvelle chambre parlementaire. C'est tout. Et c'est là, je regrette également, je le dis également, parce que je suis conscient, l'échec de l'opposition togolaise. Là, l'opposition aurait une voix à quand même prononcée au sein de cette nouvelle chambre parlementaire. Et moi, je me pose la question, par quelle voie aujourd'hui la C14 passera? Mais ça aurait servi à quoi? Parce que l'Assemblée qui, dont le mandat est en train de déterminer fin, mais la voix de l'opposition... C'était un cri, toujours un cri dans le désert. C'est toujours un cri dans le désert. Qu'est-ce qui vous fait dire maintenant que la voix de l'opposition aurait servi à quelque chose? Rien. Non. C'est mieux même, ils n'ont qu'à rester à la maison. Ça devait servir. C'est mieux même. Non. Moi, je dis, ils ne vont pas rester à la maison. Ils vont instaurer la dictature, gouverner ça. Ils n'ont qu'à le faire. Mon frère, c'est de ça qu'il s'agit. La lutte des indépendances de nos États n'ont pas commencé à notre siècle. Les gens commençaient à se battre pour avoir son indépendance. Justement, c'est pour ça qu'on va continuer par se battre. C'est maintenant la lutte qu'on commence. Vous voyez, non? Ce n'est pas pour au fil d'un seul jour que vous pouvez régler une situation. Voilà. Mais cette crise aujourd'hui, moi je vous dis... Vous elle est atténuée, elle est en voie de règlement. Hein? Pour moi, elle est en voie de règlement parce que si ce n'était pas en voie de règlement, le communiqué qui est sorti du sommet des chefs d'État hier à Abuja ne devait pas faire les recommandations. Si aujourd'hui, le gouvernement ne met pas, ou la nouvelle chambre parlementaire n'adhère pas à cette feuille de route, moi je dirais ce communiqué, ça serait un éternel recommencement. Ouais. Et si la position était impliquée, ça allait être encore plus mieux. Ok, Maître Célestin Mbougan, pour vous, les élections sont venues ajouter des problèmes aux problèmes. Absolument, parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit avoir honte. Je serais à la place de la CEDEAO, doit avoir honte. Parce que la CEDEAO a recommandé dans sa feuille de route que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Aujourd'hui, nous sommes allés aux élections, où des gens sont allés aux élections. C'est quelle Cour constitutionnelle qui va programmer le résultat? Parce que s'il s'est posé le problème de la Cour constitutionnelle, c'est parce que cette Cour constitutionnelle ne répondait pas aux aspirations du peuple. C'est pour ça le problème. Et la CEDEAO a vu que c'était normal. Mais aujourd'hui... C'est moi qui ai la parole. Non, aujourd'hui... Pourquoi il veut répondre à chaque fois? Parce que, alors qu'il n'a pas assez d'éléments pour répondre. Non, j'ai des éléments. Non, vous êtes travailler pour vous observer quoi? Non, j'ai des éléments. Parce que c'est plus profond. Non. Ce que vous dites là, ce que nous vivons dans ce pays, c'est plus profond. Écoutez ce que je vous dis. Non. La Cour constitutionnelle est là, non? La Cour constitutionnelle est là. La Cour constitutionnelle, la CEDEAO a recommandé. Vos représentants allaient prêter serment devant quelle cour alors? Mais voilà comment est-ce que les gens disent les choses avec son contraire aujourd'hui. Vous dites que la Cour constitutionnelle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible à ce c'est quel acte? Non. C'est pas un acte. C'est simple. Prêter serment là, est-ce que c'est un acte qui détermine la destinée du peuple? Prêter serment là, c'est quoi? Si la Cour est incompétente, je parle de la Cour est incompétente, mon frère, je ne trouve pas pourquoi vous allez envoyer. Personne n'a dit que la Cour est incompétente. Oui, personne n'a dit, je n'ai jamais dit que la Cour est incompétente. J'ai dit, cette Cour-là ne répondait plus à un moment donné aux aspirations de la population. C'est pour ça que ça fait l'objet de la crise. Et la CEDEAO a été d'accord, a vu que c'est normal, il a dit il faut recomposer.
Parce que proclamer les résultats, c'est différent. Oui, maître. Proclamer les résultats d'une élection, c'est pas la même chose que prêter serment. Ça, on est d'accord. Juridiquement, c'est non, oui, vous m'avez posé une question. Oui. Je suis en train de répondre. Il a sauté dans ma gueule. Respirez profondément d'abord. Non, je suis à l'aise. Okay. Moi, ce n'est même pas l'émotion. Hein. Ce n'est pas l'émotion. Moi, quand je suis convaincu de quelque chose, je l'exprime comme ça. Ce n'est même pas l'émotion, ce n'est même pas l'énervement. Oui. Quand je suis convaincu de quelque chose, c'est comme ça que je défends les droits. Parce que là, aujourd'hui, on nous dit que c'est un début du règlement de la crise. Oui. Je voudrais bien le savoir. Je voudrais bien y croire. Parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vaut cette feuille de route-là, qui a dit que les deux parties doivent de manière inclusive collaborer pour le règlement. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas au Parlement. Ils vont faire. Je ne sais pas ce qu'ils vont adopter au Parlement. Ils n'ont qu'à le faire. On va voir. Parce que là, aujourd'hui, cette crise a pris une distance beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, une dimension plus vaste à la veille de l'élection. C'est pourquoi. Et c'est ce que la CEDEAO doit comprendre. Au lieu de venir dire, nous félicitons. Hier, moi j'ai vu le chef d'État de la CEDEAO avec notre président de la République, il souriait. Vous avez vu, vous avez l'impression de dire que quelque chose a été complété. Ça, mes gars, non. Non, laissez-moi terminer là. Dans le cercle des chefs d'État, même si je ne dis pas qu'il faut le. C'est comme ça. Non, c'est l'image. Ça dit que l'image là. C'est l'image que tu nous as. Cette image-là, on l'a toujours vue. On n'a pas interprété. Mais on la demande de ce processus bâclé là, de cette élection bancale là. Par rapport à cette image, on peut faire un rapprochement. Et c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est la réalité. Moi j'ai observé et je dis mais c'est comment on a comploté contre ce peuple-là. Et c'est pour ça que je rends hommage au peuple béninois. Oui. Votre peuple, entre guillemets. Mais pour avoir dit non à la CEDEAO. On va conclure cette émission. Et c'est la CEDEAO qui était venue en 2013, en 2005, en 2015, à la veille des élections pour nous dire allez-y, on va revenir. Et c'est CEDEAO. Maître Agboga, on va conclure notre émission. Comme un bouquin que je lis il y a longtemps, là, dont le titre est Qu'allons-nous faire des pays sous-développés? Alors, qu'allons-nous faire de la C14 maintenant, la coalition de l'opposition, qui se retrouve à la touche? Est-ce que ce n'est pas plus dangereux? Non, moi, de mon point de vue, tout mécanisme qui peut nous ramener à la stabilité du pays, si ça nous sert, on va le mettre en jeu. Mais le fait que la C14 s'est mise à la touche, je doute fort également, parce qu'il ne faut pas que le camp d'en face dise que maintenant vous n'êtes plus dans l'Assemblée nationale. Nous, on fait avec, parce que ce n'est pas l'UNI seul qui est parti. Nous avons des partis politiques qui se sont présentés, quelle que soit leur force sur le terrain. En termes d'analyse d'un courant politique, on les donne les mêmes titres que les autres partis que vous reconnaissez qu'ils ont une influence sur le terrain. Mais c'est sur le terrain également qu'on reconnaît le rayonnement, l'influence d'un parti politique. Mais tout de même, pour dire parti politique, il y a des partis politiques qui se sont présentés pour ces élections législatives. Ils vont y participer à l'Assemblée nationale s'ils arrivent à obtenir le quota pour envoyer leur parlement au niveau de l'Assemblée nationale. À moins d'un miracle. Même est-ce que c'est pas une forme de pression sur le pouvoir aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur? Oui, moi je pense que je pense que monsieur Gilles Boko, ça le gouvernement, c'est pourquoi nous disons que le gouvernement est déjà conscient de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Le projet de loi qui a déjà été présenté au Conseil des ministres du 9 novembre passé, je pense que lorsqu'ils vont mettre ce nouveau Parlement, ils vont mettre tous les mécanismes en place pour parvenir à ce que cela puisse donner ce que l'opposition voulait, même si l'opposition n'est pas à l'Assemblée nationale. Et moi, ça, je suis certainement sûr pour ça. Mais maintenant, oui, c'est vrai, il faut le reconnaître. Vous ne connaissez pas nos dirigeants, hein? Non, je connais les dirigeants. Vous ne les connaissez pas? Ils vont mettre en application. Mais c'est des dribbleurs faits. Non, mon frère. Mais la mauvaise foi, c'est eux. Non, il ne faut pas se décourager. C'est ça qui nous anime mal. Maître Agboga, si vous pensez que la mauvaise foi, c'est eux, pourquoi vous comptez sur eux pour faire les référendums? Non, on ne peut pas les écarter. Oui, mais on fait pression sur eux. Mais vous dites que c'est eux la mauvaise foi. Donc ça veut dire que ça ne peut jamais changer. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas dialoguer. C'est vous qui le dites. S'ils sont de... C'est dit, on a fait l'expérience, on a dialogué. La mauvaise foi, ça se remarque où? Je vous prends au mot. Oui. Vous dites que ils sont la mauvaise foi. Quand est-ce qu'on parle de mauvaise foi? C'est quand vous avez un accord et quelqu'un viole. C'est ça la mauvaise foi. Mais c'est par rapport aux accords que je dis. Les accords qui se sont... Ils sont la mauvaise foi. Ça veut dire que c'est permanent.
Dans ces conditions-là... Pour l'expérience passée, depuis toujours. Maintenant, si après, ils évoluent, on verra. Mais l'expérience a montré que... je voudrais bien le croire. À moins d'un miracle, bon, ça dit que le contraire, je m'en réjouirais. Mais ce que j'ai constaté, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais si le contraire se produisait, je m'en réjouirais. Mais le dire comme ça, avec une certaine certitude, c'est méconnaître ces gens-là. Non, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis persuadé, monsieur Yeboko, je suis très persuadé qu'à l'allure où l'implication de la CEDEAO est arrivée, avec y compris les efforts inlassables du gouvernement que moi j'ai pu lire aujourd'hui. Efforts inlassables, je dis les efforts inlassables parce qu'il n'était pas aussi facile d'accepter de dire que bon, je vais aller aux élections en un seul tour. Il n'était pas aussi évident de dire que mon mandat se limite après les 5 ans renouvelables une seule fois. C'est 97% des Togolais qui avaient... Vous étiez là, non? Oui, mais j'étais là, mais j'y étais. Mais est-ce qu'on a pu obtenir ça? Mais aujourd'hui... Si c'était facile de changer, c'est facile de revenir. Maintenant, Dieu faisant les choses... Sauf qu'il n'y a pas la volonté. Non, écoutez, il y a la volonté. Moi, je vous rassure qu'il y a la volonté. Il y a une surprise. Il y a une surprise dans les bureaux de vote. On va terminer avec ça. Il y a une surprise dans les bureaux de vote. On va revenir sur ça. Je vais vous énoncer ça. Cela m'a semblé comme si c'était une élection où l'opposition avait ses représentants dans les bureaux de vote. Au cours d'un seul bulletin qui faisait un mauvais calcul, qui faisait une erreur de calcul, les présidents des bureaux de vote ont pris plus de 30 minutes. Et j'étais assis pour voir la finalité, d'où le bulletin est passé. Finalement, ils se sont retrouvés à dire qu'il y avait, parce que c'est dans une salle, ils ont mis les 2 urnes et des bureaux qui gèrent les 2 urnes. La dame qui est venue prendre le bulletin, ici on l'a collé une vignette d'identification du bulletin pour aller voter. Donc, elle a fait le formalisme pour aller mettre dans l'urne, il a allé mettre dans l'autre bureau de vote où elle n'était pas inscrite. Est-ce que vous avez des gens... Mais elle a fait des là, comment vous l'avez analysé, c'est pas quand même... Non, c'est ça la démocratie. Quand quelqu'un prend un bulletin unique, où il y a tous les logos des partis qui compétissent. Et il prend son doigt, il imbibe dans l'encre indélébile, il tache toutes les couleurs. Oui. Il a exprimé son vote également. C'est l'exemple de ces gens-là. Mais le taux de nul était très élevé. Hein? C'était très élevé parce que... Votre conclusion l'a mentionné. Oui, c'était très élevé parce que nous avons présenté qu'une déclaration préliminaire. Le rapport viendra étayer tout ça. Absolument. D'accord, on va s'arrêter là. Merci en tout cas de votre participation à ce forum. Maître Célestin, merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie surtout. Oui, je vous préfère dans cette forme calme et avec votre sang-froid. Oui, j'ai toujours le sang. C'est-à-dire quand je parle, même quand je dis bonjour, ce n'est pas la même chose. Merci. Merci Salif Tourabi Kamalo. Merci et on vous soutient de vos initiatives. Ça prouve à suffisance que la démocratie existe dans le pays. Lorsque vous avez une crise de telle envergure, on permet aux gens de venir s'exprimer et donner leur opinion. Et merci. On vous encourage d'aller dans ce sens. Et bon retour au Burkina Faso. Et c'est la fin donc de notre forum. Merci de votre attention. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal. À très bientôt.